Fela. Allô, bonjour. Merci de me donner la parole. Et merci à vous, Monsieur Berkoff. Vos émissions sont vraiment formidables. Merci. Et merci. Merci à vous. Alors, tout d'abord, je suis franco-algérienne. Oui. D'accord. J'ai étudié au lycée Descartes d'Alger. Donc, en fait, ce que j'ai voulu appeler après un monsieur qui disait que les colonisations, c'était bon. Il s'indignait contre l'expression de M. Macron qui avait dit crime contre l'humanité. Oui. D'accord. D'accord. Mais pensez-vous, monsieur, que si la colonisation avait ses bienfaits, quel est le pays qui demanderait, enfin, quel est le peuple ou les indigènes demanderaient leur indépendance s'il n'y avait pas une oppression? Alors, oui, c'est une vraie question. Moi, je vais répondre personnellement, mais ensuite, je donnerai évidemment la parole à Bernard Lugan. Je disais que ce n'est pas parce que la colonisation a des bienfaits que les peuples n'ont pas envie d'être indépendants avec leurs identités. Moi, je suis complètement pour l'indépendance des peuples et les identités. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a colonisé pendant X temps qu'on doit dire « Ah, c'est formidable, tout va bien, on va rester comme ça et on va rester... absolument, tous les peuples ont leurs identités et c'est fondamental, comme le peuple français. C'est-à-dire, en fait, dans la colonisation, moi, ce que je dis, c'est pas tout blanc ou tout noir. Moi, ce qui m'embête, vous voyez, c'est que des gens disent d'un côté crime contre l'humanité, et comme les autres qui disent ah, colonisation, ça a été extraordinaire, ça a été que du bien, que ça a été formidable. Bien sûr, ce n'est évidemment pas vrai, pas le cas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'ait pas le sens des nuances. Oui, Fela, allez-y. Bien sûr que ce n'est pas vrai, monsieur Berkoff. Bien sûr qu'il y a eu des routes, des hôpitaux, des écoles qui ont été faites. Mais combien d'indigènes y allaient? Combien d'indigènes ont droit, je dis exprès indigènes, hein, oui, enfin, d'habitants, voilà. Oui, là, je comprends ce que vous voulez dire, bien sûr. Combien allaient à l'école? Mais combien avaient le droit à l'instruction? Mais c'est ça la réalité, monsieur. Oui, je n'ai pas vécu à l'époque française, je n'ai pas vécu à l'époque de la guerre, et je ne cherche pas. Les deux côtés ont souffert, les deux côtés, il y a eu des crimes, d'accord? Mais ce que je veux aujourd'hui, en tant que franco-algérienne, c'est qu'on arrive à tourner cette page et qu'on écrive l'histoire sans on est tout à fait d'accord, Fela. Tout à fait d'accord. Absolument. Mais dire qu'il y a eu un bienfait, c'est faux. Le peuple algérien en a souffert. Parce que s'il n'avait pas souffert, il n'aurait jamais demandé son indépendance. Et le monsieur qui intervenait parlait du Maroc. Mais le Maroc n'a jamais été une colonisation pure et dure. On est d'accord. Ni le Maroc, ni la Tunisie. Oui, alors on est d'accord. Alors Bernard Lugan, peut-être, peut répondre par rapport à effectivement l'Algérie et de ce qu'il fait là. Madame, vous parlez du peuple algérien qui demandait l'indépendance. Bon, c'est possible. Si je prends deux chiffres, qui sont des chiffres quand même assez incontestables, il y avait en 1961, dans l'armée française, à peu près 350 000 Algériens volontaires, entre les tirailleurs, les Mokhajni, les Harkis, les membres des SAS, à peu près. Il y avait combattant dans le FLN, dans l'armée des frontières, 12 000 hommes en Tunisie et 8 000 hommes au Maroc. Ça fait 20 000. D'un côté, vous en avez 450 000, de l'autre côté, vous en avez 20 000. Et au moment où les accords d'Évian sont signés, il reste comme combattants dans les Djebel environ 8 à 10 000 combattants. Alors il y en a eu plusieurs dizaines de milliers qui sont morts. Donc ne me dites pas le peuple algérien, disons qu'une partie des Algériens s'est soulevée contre la France. Mais je ne défends pas du tout la colonisation en Algérie, dans la mesure où je considère, moi, que l'Algérie française est morte avec la révolution de 1870 et lorsque les autorités de la République ont remplacé l'administration militaire par l'administration civile et jacobine. L'administration militaire, ce que l'IOT va faire au Maroc,
Ce qui va faire qu'au Maroc, comme dit Lyoté lorsqu'il arrive au Maroc, je ne veux surtout pas algérianiser le Maroc. Ça veut dire, je ne veux pas administrer le Maroc comme l'Algérie après 1870. C'est-à-dire, le sous-préfet de Roubaix va être nommé sous-préfet de Tiaret ou sous-préfet de Constantine. Une réalité totalement différente. Alors, il y a un grand changement en Algérie qui se passe après, d'où la révolte de Mokrani. Cet homme que je respecte beaucoup, Mokrani, qui est un grand aristocrate, qui est un grand féodal, et qui se soulève contre, justement, ce principe d'universalisme républicain qui veut être appliqué à l'Algérie. Donc, il faut faire la part des choses. Et quand vous parliez également des chiffres des scolarités, mais madame, savez-vous que, comment dirais-je, un enseignant français sur 6, en 1960, enseignait en Algérie? La scolarité qui est partie de 0, parce que vous nous dites que tout le monde n'allait pas à l'école, d'accord, mais avant 1830, qui allait à l'école? Personne n'y avait pas d'école. Vous nous disiez que qui allait dans les hôpitaux, mais quand les Français sont partis en 1962, ils ont laissé plus de 30 hôpitaux, dont 4 hôpitaux universitaires. Quand ils sont arrivés en 1830, il n'y avait même pas un dispensaire. Alors, mettons les choses en perspective, essayons de voir les choses honnêtement. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites il faut en sortir avec ces vieilles querelles, il faut regarder à plat. Attendez, mais pour cela, il ne faut pas prendre l'histoire officielle du FLN, ce parti kleptocratique qui a fait main basse sur l'Algérie, le pays qui est gouverné par l'alliance des coffres-forts et des mitraillettes. C'est cela l'Algérie, hein, l'alliance des coffres-forts et des mitraillettes. Ce parti unique qui a fait main basse sur l'Algérie et qui a ruiné le peuple. Les dizaines, les centaines de milliards de l'argent du pétrole qui sont passés dans les comptes en Suisse, ailleurs. Bon, il faut bien voir cela. Et ces gens-là ont comme légitimité la fausse histoire qui est d'ailleurs répercutée par des gens comme M. Stora, et cette fausse histoire de l'Algérie est une histoire à sens unique. Il faut que toutes les sensibilités puissent véritablement se mettre sur la table, et ce qu'il y a de très grave dans ce qui se passe en ce moment, c'est que aussi bien du côté algérien que du côté français, il y a 10 ans, les historiens avaient fait de grands progrès. Les grandes questions étaient quasiment éteintes. Et depuis 10 ans, la victimisation et cette recherche de la victimisation fait qu'on est revenu sur cette réalité. Et c'est un recul par rapport aux connaissances historiques. On va reparler, Fela, on va reparler dans une prochaine émission. C'est passionnant et c'est vraiment toute l'histoire du conflit mémoriel. Et comme vous dites, il faut dépasser cela. Et dépassionner. On a autre chose et dépassionner. On a tous autre chose à vivre que cela. Et je vous renvoie à plusieurs sites, celui de Bernard Lugan, bernard-lugan.com et celui de Sud Radio pour écouter cette émission en podcast et sur sudradio.fr.